Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Hugo Michelas, qui travaille chez Oris et qui a cofondé la partie évaluation, qui est venu nous parler à nouveau du sujet BSPCE et notamment de la fameuse mise à jour qui a eu lieu il y a quelques mois, il nous semble. Quelques semaines. Quelques semaines. De 15 jours. C'est tout frais. Et donc, voilà, Hugo, merci à nouveau. Je sais aussi que tu es expert sur ce type de sujet. Et donc, j'avais besoin aussi de toi pour mettre à jour aussi cette nouvelle réforme. Et donc, tu vas nous en parler. Avec plaisir. Déjà, ça me fait très plaisir d'être avec toi pour ce podcast aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à moi. Donc, comme tu as dit, je suis manager en évaluation financière. Donc, j'évalue les entreprises et les instruments financiers. Quand on dit instrument financier, c'est vraiment au sens large. C'est-à-dire que ça peut aller du management package jusqu'au BSPCE, en passant par les prix de transfert, les attestations de taux, les BSA, etc. Donc, vraiment tout type d'instruments financiers. Et aujourd'hui, on est là pour parler plus spécifiquement des BSPCE, BSPCE bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, et en particulier parce qu'il y a eu une mise à jour du BOFIP il y a 15 jours maintenant, qui est venue clarifier certains points dont on va parler ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup Hugo. Alors déjà pour les personnes qui n'ont peut-être pas écouté le premier épisode sur les BSPCE, c'est quoi un BSPCE en fait et à quoi ça sert concrètement ? Alors, BSPCE, c'est pour bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Ce que ça veut dire très simplement, c'est que c'est un instrument financier qui permet à une personne de pouvoir acquérir un titre, une action de la société dans laquelle il travaille, à un prix déterminé. Donc, c'est-à-dire que si on te donne un BSPCE aujourd'hui, ça veut dire que tu pourras acheter une action de la société dans, par exemple, 2 ans, 3 ans, 4 ans, à un prix que tu connais déjà aujourd'hui. Donc, tout l'intérêt du titre, c'est de pouvoir acquérir à un prix déterminé aujourd'hui sur la base d'une valeur future. Donc, la différence, le gain, ce sera pour toi. Donc, pour les salariés, c'est un mécanisme, c'est une façon de pouvoir, on va dire, participer à la création de valeur de la société dans laquelle ils travaillent, de récolter, si tu veux, les fruits de leur travail et de leur engagement, puisque la valeur d'une société est forcément liée au travail et à l'investissement de chacun des salariés. Tout à fait. Donc, dans quel type d'opération on peut mettre en place, un fondateur, un dirigeant peut mettre en place un plan de BSPCE ? Alors, les BSPCE, on peut les émettre quand on est une start-up sous certaines conditions. Donc, il y a une temporalité, il faut avoir moins de 15 ou 20 ans, je ne sais plus. Il faut respecter certains critères. Et en règle générale, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les BSPCE sont émis lors d'une opération de levée de fonds. C'est à ce moment-là, on va dire, où la question se pose le plus souvent. Et donc, dès qu'il y a une levée de fonds, en règle générale, il y a tout un plan de BSPCE qui est décidé. Et ensuite, il va être attribué au fil de l'eau, au fil des années, à différents dirigeants, équipes dirigeantes et puis fondateurs. Et puis salariés, pardon. Merci beaucoup Hugo. Alors, on va parler donc de la mise à jour qu'il y a eu. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement des aspects qui ont peut-être changé, voire évolué, et nous faire un topo avant-après, qu'est-ce qui a dans les faits changé ? Alors oui, c'est simple, cette réforme, tout le monde l'attendait depuis longtemps, les BSPCE, c'est pas nouveau, et on va dire, par contre, il y avait certains points, certaines subtilités qui n'étaient pas forcément claires pour tout le monde, et on attendait en fait, si tu veux, une position de la part de l'administration fiscale concernant certains points que je vais expliquer. Alors, cette réforme, cette mise à jour, elle vient clarifier certains points qui étaient en suspens, et notamment la question du prix d'exercice des BSPCE. Donc, je le disais tout à l'heure, le BSPCE, ça permettra à son détenteur de pouvoir acquérir une action de sa société, de la société dans laquelle il travaille, à un prix déterminé. La question, c'était quel prix retenir. Donc, le premier point le plus important, on va dire, de la mise à jour, concerne à quel prix, justement, comment déterminer le prix d'exercice des BSPCE. Donc là, il y avait tout un sujet, puisque la manière, comment on va venir calculer ce prix d'exercice. Donc, la mise à jour permet d'expliquer, on va dire, la marche à suivre maintenant pour les sociétés pour déterminer ce prix. Le deuxième point, on reviendra dessus, je pense un petit peu après. Le deuxième point qui était important, il y a une clarification qui était apportée au niveau de la différence entre les actions ordinaires labellisées et les actions de préférence, puisqu'il y a beaucoup de startups qui n'ont pas d'actions de préférence, mais qui ont des actions ordinaires qui sont labellisées, c'est-à-dire dont les droits financiers préférentiels sont définis dans le pacte d'associés, donc pas statutaire. Et donc, il y avait une question qui se posait, tous les professionnels du secteur se demandaient, est-ce que ça avait un impact ? Est-ce qu'on pouvait quand même... comment on traitait, en fait,
une action ordinaire labellisée par rapport à une action de préférence? Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était pas la même chose? Voilà, comment on faisait? Donc l'administration fiscale est venue clarifier sa position. Pour faire simple, elle a dit que financièrement, c'est la même chose. Hein. Il y a, on doit tenir compte des préférences qui sont inscrites dans le pacte d'associés pour les actions ordinaires labellisées. Même si elles ne sont pas statutaires, on doit en tenir compte. Puisque, en fait, financièrement, ces actions disposent de plus de droits que les actions ordinaires des fondateurs. Donc, même si ce n'est pas statutairement défini, les actions ordinaires labellisées doivent être traitées, analysées, on va dire les préférences doivent être analysées de la même manière que les actions de préférence. Et le dernier point que la mise à jour est venue clarifier, c'est l'application d'une décote d'illiquidité sur le prix d'exercice des BSPCE. Donc, sur tous ces points, on va revenir un petit peu après au fur et à mesure des questions. Mais voilà, grosso modo, c'est ces 3 points qui ont été éclaircis. Donc, 1, je reprends, la méthodologie d'évaluation du prix d'exercice. 2, le fait que s'il y a le fait que quelle que soit la structure de capital, c'est-à-dire qu'il y ait des actions de préférence ou des actions ordinaires labellisées, c'est la même chose financièrement parlant. Et le 3e point, c'est l'application d'une décote d'illiquidité. Alors justement, avant cette réforme, c'était quoi les bonnes pratiques ? Alors, ce qui était fait de manière, on va dire, générale ou classique, avant que certains acteurs commencent à se pencher, on va dire, sur le sujet, c'était d'appliquer un prix d'exercice pour les BSPCE qui correspondait au prix du tour. Donc là, on commence à avoir quelques concepts sur lesquels on va devoir revenir un peu après. Mais en règle générale, c'est ce que je disais, il y avait, les BSPCE sont émis à partir du moment où il y a une levée de fonds, généralement. Et donc, la valorisation de la société qui était retenue, c'était la valorisation du tour. La valorisation sur laquelle les investisseurs financiers sont rentrés. Donc ça posait plusieurs problèmes, on va dire, importants. Je vais expliquer juste un peu après. Mais voilà, donc généralement, c'est ce qui se faisait. On retenait le prix du tour comme prix d'exercice. Exactement. Ça posait... Alors, on va commencer par l'avantage. L'avantage, c'est que c'était très simple, c'était très clair. Les salariés, on pouvait leur dire, voilà, il y a eu une levée de fonds, la valeur, c'est 100 millions, donc voilà, la valeur de référence, c'est celle-ci. Les inconvénients, il y en avait plusieurs. Tout d'abord, le sous-jacent des BSPCE, donc l'action que le salarié peut obtenir avec l'exercice du BSPCE, c'est une action ordinaire, ne disposant d'aucun droit particulier, c'est vraiment une action ordinaire classique, normale, on va dire, alors que, généralement, 99% du temps, les actions qui sont souscrites par les investisseurs lors d'une levée de fonds, ce sont des actions de préférence ou des actions ordinaires labellisées. C'est pour ça que j'ai commencé par, on va dire, parler généralement de certains points pour les aborder de manière plus précise maintenant. Ce qui se passe, c'est que les actions qui sont souscrites par l'investisseur lors de la levée de fonds disposent de plein de droits financiers, de plus de droits financiers que les actions ordinaires. C'est pour ça qu'on appelle ça une action de préférence. Dividende prioritaire, droit de vote supplémentaire. Exactement, droit de liquidation préférentielle, c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer leur mise en premier. Parfois, ça existe, récupérer plus que leur mise en premier. Par exemple, ça s'appelle avoir une préférence à 2x, par exemple. Tout à fait, ouais. Hein, ça peut faire très mal, effectivement. En fonction de certains contextes, oui, ça peut arriver. Donc voilà, il y a plein de droits qui sont généralement définis dans les statuts, puisque ce sont des actions de préférence, et on dit, voilà, l'action de préférence dispose de tel droit, tel droit, tel droit, et les actions ordinaires disposent de droits classiques. Donc, ce qui se passe, c'est que les actions qui étaient souscrites par les investisseurs disposaient de beaucoup plus de droits que les actions ordinaires détenues par les fondateurs et les salariés, alors qu'on considérait auparavant que les deux actions avaient la même valeur. Si on disait que l'investisseur avait souscrit à 100 € son action de préférence, on disait que toutes les actions valaient 100 €. C'est le principe de la valeur post-monnaie, qui est un terme très important dans les levées de fonds. Valeur post-monnaie, on dit simplement que ça considère que toutes les actions de la société ont la même valeur. Donc, c'est simplement un produit en croix, prix du tour fois nombre d'actions, ça fait une valeur post-monnaie. Le problème, comme je le disais, c'est que les actions ordinaires classiques et puis celles qui sont obtenues via l'exercice des BSPCE disposent de beaucoup moins de droits que les actions de préférence. Donc, la question, le premier, on va dire, problème qui se posait, c'était on faisait surpayer de manière très importante les BSPCE pour les fondateurs et puis pour les salariés. Puisqu'en fait, on partait du principe que toutes les actions avaient la même valeur, alors que ce n'est pas du tout le cas dans les faits. Si une action de préférence, n'importe quoi, a été souscrite pour 100 €, l'action ordinaire, je ne sais pas combien elle vaut là comme ça, mais ce que je sais, c'est qu'elle ne vaut pas 100 €, puisqu'elle dispose de beaucoup moins de droits. Tout à fait. Et comment le calcul était fait à ce moment-là, avant la réforme On prenait 100 €. 100 €, d'accord. Voilà. Donc, il n'y avait pas parfois des débats autour de du calcul de ces valeurs.
on pouvait voir parfois, mais encore c'était anecdotique, une décote forfaitaire, entre guillemets, où on disait, bon, le prix d'exercice, on va mettre 10% de décote par rapport au prix du tour. Et puis voilà, comme ça représentera bien le fait qu'il y a une différence de droit. Bon, dans les faits, c'est pas du tout cet ordre de grandeur-là. En plus, c'était, on va dire, par simplification, et puis pour éviter de rentrer, on va dire, dans des débats ou des calculs un peu plus complexes. Donc voilà. L'inconvénient, c'était que les salariés souscrivaient à une valeur beaucoup trop importante, on va dire, au BSPCE. Qu'est-ce qui a fait bouger l'administration justement pour se focaliser sur cet aspect-là selon toi, qu'est-ce qui a motivé justement cette réforme ? L'événement, on va dire, qui a venu un petit peu bouleverser cette doctrine, ça a été l'apparition des down rounds. Donc, down round, c'est pour dire tour baissier, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait une nouvelle levée de fonds qui s'effectuait sur la base d'une valeur inférieure à la valeur du tour d'avant. Et donc là, tous les acteurs ont commencé à se dire, mince, on a une valeur inférieure, ça veut dire que les BSPCE qu'on avait attribués dans le tour d'avant, ils sont sous l'eau, donc tous les salariés, il y a personne ne peut exercer. Voilà. Donc là, on a commencé à se dire, problème de valeur, est-ce qu'avant, c'était pas un peu trop élevé ? Comment on peut résoudre ce problème ? Et là, on a commencé à se dire, oui, peut-être qu'en fait, la valeur sur laquelle on était parti la dernière fois n'était pas représentative pour les actions ordinaires. Et donc là, ensuite, il s'est passé, on va dire, tout ce qui s'est passé. Tous les acteurs ont commencé à se poser des questions. Et voilà, on a commencé à voir apparaître une nouvelle façon de faire qui, en fait, n'est pas particulièrement nouvelle. C'est simplement l'application bête et méchante de la théorie financière. Chez nous, ça fait des années qu'on fait ça. Mais voilà, il y a eu une prise de conscience, on va dire, plus générale au niveau de tous les acteurs. Alors, par exemple, Hugo, moi, je suis fondateur d'une start-up. J'ai levé des fonds dans le passé. Comment je peux faire pour bénéficier de ces nouvelles pratiques, justement, concernant les plans de BSPCE ? Alors, c'est très simple. Maintenant qu'il y a eu cette mise à jour, même si un fondateur a fait une levée de fonds, par exemple, en 2021, et qu'aujourd'hui, donc, il n'y a pas de levée de fonds de prévue, il peut quand même bénéficier de cette mise à jour des bonnes pratiques, on va dire. C'est très simple, en effectuant ce qu'on appelle un reset du plan de BSPCE. Donc, ce qu'il va pouvoir faire, c'est, en passant par un expert indépendant pour déterminer le bon prix d'exercice des BSPCE fondé sur l'application des nouvelles pratiques liées à la misère du BOUFIP, de venir déterminer quel est le juste prix, le nouveau juste prix, et venir annuler tout le plan qui avait été convenu en 2021 et le réémettre au nouveau prix, tout en conservant les conditions de vesting. Le vesting, c'est la temporalité, c'est-à-dire durant laquelle on ne peut pas exercer son BSPCE. Donc, par exemple, je reprends mon exemple pour 2021. S'il a attribué des BSPCE en 2021, il y a déjà 3 années qui sont passées. Ce qu'il peut faire, c'est annuler ce plan et le réémettre et conserver les 3 ans qui se sont déjà écoulés. Donc, pour les salariés, c'est tout bénef pour eux, puisqu'en fait, ils conservent l'ancienneté, on va dire, de leur BSPCE, mais ils ont juste un nouveau prix d'exercice, ce qui leur permettra de maximiser les gains à la sortie. Donc, pas de panique, même si, on va dire, les BSPCE n'ont pas été émis, on va dire, en suivant le principe de juste valeur, donc la pratique aujourd'hui qui est de mise, peut quand même en bénéficier en faisant un reset. Donc là, il faut se rapprocher de ses conseils avocats, et puis ils passeront par un expert indépendant pour fixer le prix et puis les conditions, on va dire, corporate et fiscales. Alors, donc justement, la mise à jour a eu lieu donc concernant justement les BSPCE et notamment sur la partie donc prix qui était la juste valeur, comment refléter la juste valeur. Alors aujourd'hui, quelle est la bonne pratique ? Quelles sont les bonnes pratiques justement à suivre pour mettre en place un plan de BSPCE pour intéresser justement le plus de salariés possible au capital ? Alors, c'est très simple, il y a 2 choses, on va dire, vraiment à faire. La première chose, c'est à partir du moment où il y a une levée de fonds, il faut faire ce travail de calcul de la juste valeur de toutes les classes d'actions qui existent. Donc, les actions de préférence qui ont été levées ou les actions ordinaires labellisées, les actions ordinaires, et puis quel prix d'exercice pour les BSPCE. Ça, c'est vraiment au moment de la levée de fonds, c'est important parce qu'il y a je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font une levée de fonds puis ils disent je penserai à ce problème-là dans 6 mois. Voilà, non, il faut le faire, il faut faire les choses carrées. Donc, dès qu'il y a une levée de fonds, c'est important d'extérioriser la bonne valeur. Ça permet à tous les acteurs en fait d'avoir un point de référence dans leur esprit. Quelle est la valeur de l'action ordinaire ? Quel est le prix d'exercice des BSPCE ?
à ce moment-là, au moment de la levée de fonds, en tenant compte des caractéristiques de la levée de fonds. Et la deuxième chose à faire ensuite, la question que je reçois souvent, c'est combien de temps cette valeur est-elle représentative? Donc là, généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on est dans le même exercice fiscal de la société, on peut conserver cette valeur. Par contre, à partir du moment où les comptes de la société ont été arrêtés au 31/12, ou la date à laquelle ils clôturent, là, entre guillemets, il y a une modification des agrégats de la société, il y a un nouveau chiffre d'affaires, un nouvel EBITDA, etc. Donc, on peut recalculer la valeur de la société. Donc, le rapport est valable jusqu'à l'arrêté des comptes. Et là, ensuite, il faudrait normalement le refaire. Donc, chaque année, il faut remettre à jour, même s'il n'y a pas de levée de fonds. C'est ça qui est important. Il y a deux événements, si je synthétise, il y a deux événements qui nécessitent d'effectuer ce calcul de la juste valeur des actions ordinaires. C'est une levée de fonds, et deux, l'arrêté des comptes. Voilà. Donc, ces deux moments-là, on doit avoir un rapport. Et justement, alors alors j'imagine que c'est aussi très mathématique, comment refléter justement cette valeur-là pour bien distinguer des actions ordinaires des actions de préférence? Alors ça, c'est très important. Il y a deux concepts. Le premier, c'est le prix qui est payé par l'investisseur pour acquérir un certain titre. Ça, c'est une valeur de marché, puisqu'il y a un investisseur qui a mis de l'argent. Donc, ce qui est certain, c'est que ce prix-là est un prix de marché, mais il concerne uniquement les actions qui sont souscrites. Donc, je reviens sur l'erreur qui était faite avant, c'est de considérer que toutes les actions avaient donc la même valeur. Ça, c'est pas le cas. Par contre, les actions qui sont souscrites, celles-ci, leur valeur, elle est connue. C'est que si on a souscrit pour 50 millions à des actions de préférence, ces actions-là valent 50 millions. Après, la question, c'est combien valent toutes les autres? Donc, il faut bien comprendre que le point de référence, c'est l'action qui est levée. Et ensuite, on va recalculer la valeur de toutes les autres. Donc, pour pas rentrer dans le détail tout de suite, la méthode, on va dire, qui permet de faire ça, c'est une méthode mathématique qui s'appelle l'option pricing model. Ça fait 50 ans qu'elle existe. Donc, c'est vraiment mathématique. Elle tient compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque classe d'action. Et elle va venir dire si l'action de préférence du dernier tour vaut 10 €, l'action du tour d'avant vaut 8 et l'action ordinaire vaut 6. Elle va venir analyser, on va dire, les probabilités que chaque action récupère telle quantité des produits de cession, etc. Donc, ça prend en compte la temporalité, l'horizon de liquidité, etc. Et ça va venir dire va venir analyser l'intégralité de la table de capitalisation de la société et venir dire quelle classe de titre a quelle valeur. Et ces calculs-là, donc, même pour les fondateurs qui étaient sur les anciennes pratiques, doivent donc réactualiser cette valeur-là pour les salariés qui vont souscrire au plan de BSPCE, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, ça pose... là, on s'éloigne juste un instant du sujet. C'est que ce travail-là, il est très important de manière générale pour la société, pas que pour les BSPCE, parce que ce travail, il permet vraiment de comprendre, d'extérioriser une valeur de marché, je l'ai dit, de l'action ordinaire, donc du prix d'exercice des BSPCE. Je reprécise que le prix d'exercice des BSPCE doit correspondre à la valeur de son sous-jacent au moment de l'attribution. Donc, c'est très clair. Voilà, donc ça c'est bon pour synthétiser le prix qu'on doit fixer pour le BSPCE. Donc, puisque le sous-jacent du BSPCE, c'est une action ordinaire, il faut connaître la valeur de l'action ordinaire. C'est pour ça que je parle de valeur de l'action ordinaire. Mais donc, cet exercice d'évaluation, il permet, de connaître la juste valeur des actions ordinaires, la valeur de chaque action de préférence ou action ordinaire labellisée de la société, et la valeur de marché de la société. Je fais une petite parenthèse. La valeur de marché de la société, c'est à mettre ce principe, ce concept, est à mettre en opposition avec la valeur post-monnaie. Je vois beaucoup d'articles qui mélangent les deux, dont un qui m'a interpellé hier, je fais une toute petite parenthèse, bien sûr, où c'était une personne qui a fait une analyse qui était très intéressante. Il parlait de la valorisation des startups et il comparait ça à la valorisation des sociétés cotées en bourse dans le CAC 40. Tu vois de qui je parle? Oui, alors oui, effectivement, je crois savoir. Tu avais commenté le mot sur le tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, c'était une analyse qui était très intéressante parce qu'on comparait juste pas les bonnes choses. L'analyse était bonne, mais on comparait pas les bonnes choses. La valeur post-monnaie, c'est pas une valeur. Il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de cohérence économique, c'est rien du tout. C'est une référence. C'est juste un produit en croix. Tu dis, le prix du tour, c'est tant, il y a tant d'actions, ça fait tant. C'est pas du tout ça. La valorisation post-monnaie n'est pas représentative de la valeur de marché de la société. Donc, je laisse, on va dire, les conclusions qui s'en imposent en cas de cotation de la société. Mais voilà, il faut bien comprendre que la valeur de marché de la société peut être déterminée à partir du moment où il y a une levée de fonds, avec cette approche-là. Donc, c'est super intéressant.
parce que ça permet d'extérioriser aussi un multiple de valorisation et ça évite d'écrire des fois des énormités dans les communiqués. Voilà, Hugo qui est notre expert justement sur les BSPCE, donc faites attention aussi. Voilà, à ne pas confondre effectivement donc les termes parce que c'est de là aussi qu'est née, je pense aussi cette réforme aussi pour bien distinguer ces différents termes qui auraient pu prêter à confusion. Tu parles souvent aussi donc, vous voyez, on parle souvent de décote quand on parle de BSPCE ou d'autres instruments financiers. Justement, quelles sont les décotes que moi, en tant que fondateur, je peux espérer obtenir dans le cadre d'un plan BSPCE, par exemple? Alors, en règle générale, c'est une moyenne ce que je vais dire, mais chez nous, on observe entre 40 et 60% de décote. Donc, le mot décote, il est à prendre avec des pincettes. Comme tu disais tout à l'heure, c'est important de définir d'utiliser les bons mots, d'utiliser le bon verbe. Là, le mot décote, il est général, c'est simplement pour expliquer, pour imaginer la différence entre le prix de l'action ordinaire qui correspondra au prix d'exercice des BSPCE et le prix du tour. Donc cette différence qu'on appelle décote au sens large, elle est constituée de deux choses. Un, la différence de droits financiers entre les deux classes d'actions, et deux, l'application d'une décote d'illiquidité. Donc quand je dis entre 40 et 60%, c'est vraiment la décote dans sa globalité, en tenant compte et de la différence de droits financiers et de l'application d'une décote d'illiquidité. Donc, généralement, ce que ça veut dire, c'est que si une société, une start-up a levé des fonds avec un prix unitaire du dernier tour de 100 €, par exemple, elle peut espérer, de manière générale, ça dépend de sa structure capitalistique, ça dépend des droits financiers de chaque classe de titre, mais on va dire qu'en moyenne, elle peut espérer avoir un prix d'exercice des BSPCE qui sera entre 40 et 60 € par rapport à 100. Donc ça fait entre 40 et 60% de décote. Qu'est-ce qui t'amène justement, parce que décote, donc c'est une fourchette, qu'est-ce qui t'amène par exemple à appliquer une décote de 20%? Je crois que la moyenne c'est entre 20 et 30% en général. Entre 40 et 60. 40 à 60 pour la décote d'illiquidité. En général c'est 20 à 30%, oui, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qui t'amène à appliquer telle décote? Quelles sociétés peuvent bénéficier de ces décotes? Et d'où ça vient? Surtout la décote de prix, parce que c'est pour faire la différence entre les actions avec des droits supplémentaires, des actions qui ont des droits classiques. Donc ça, effectivement, il y a cette première décote et la décote d'illiquidité, donc parce que c'est beaucoup plus compliqué entre guillemets pour quelqu'un qui a souscrit des actions de les revendre, parce que c'est pas un marché qui est aussi fluide que le sont les marchés financiers. Exactement. Donc c'est de là que viennent justement ces différentes décotes. C'est ça. Alors la décote d'illiquidité, en fait, il y a trois manières de la calculer mathématiquement, encore une fois. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on n'est pas censé mettre entre guillemets en dur de dire que c'est 10% quand ça nous arrange, 30% quand ça nous arrange. Il y a trois méthodes, on va dire, à suivre pour calculer la décote d'illiquidité. Ouais. Généralement, ça va plutôt 30, on voit du 30% assez fréquemment. Après, ça va dépendre du stade de développement de la société. On va dire qu'une société qui en précide, la décote peut être plus importante. La décote d'illiquidité peut être plus importante parce que vraiment, on est dans un stade, on va dire, où ça passe ou ça casse. Donc, c'est pas... c'est normé. Est-ce que c'est normé? C'est quelque chose qui est normé, cette décote? Alors, non. Et la mise à jour du BOFIT n'a pas précisé, n'a pas apporté, on va dire, de clarification là-dessus. Donc moi, je me réfère simplement à la théorie financière. Chez nous, on calcule avec les trois méthodes qui existent. D'accord. Et on arrive au résultat qu'on arrive. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 40, c'est 40, parce qu'on est en stade de développement très précoce. Il n'y a pas eu de consignes qui ont été données là-dessus. Donc on va dire, on fait confiance à la théorie financière puisqu'on le fait pour tout le reste. Alors Hugo, j'aimerais revenir aussi sur un aspect que tu as mentionné au début, donc le rapport d'évaluation, parce que tu es aussi donc expert en évaluation d'entreprise, donc tu es amené à faire des rapports d'évaluation, et notamment dans le cadre de plans de BSPCE. Donc à quoi ça sert en fait un rapport d'évaluation, et à quelle fréquence il faut en établir un? Alors, à quoi ça sert? Ça va servir sur tous les points que j'ai mentionnés avant. Pour toutes les parties prenantes, de comprendre quelle était la valeur de la société sur la base des éléments qui ont été souscrits, qui ont été décidés lors de l'augmentation de capital. Ça va permettre donc aussi d'avoir une vision de quel titre a quelle valeur, et donc qu'est-ce qu'on peut faire ensuite dans le futur. C'est très important de faire ce que je disais, de suivre la temporalité et la chronologie que je disais, à savoir, à partir du moment où il y a une levée de fonds, il faut qu'il y ait un rapport, parce que ça va permettre d'extérioriser une valeur de marché de la société.
C'est très important puisque on dit souvent, il y a un adage qui dit, si on appelle 10 évaluateurs, on aura 10 valeurs différentes. Alors ça, c'est vrai et c'est pas vrai. Quand on fait bien les choses, c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque à partir du moment où il y a une levée de fonds, la valeur, elle est mathématique, elle découle de l'investissement de l'investisseur. Donc c'est pour ça que c'est important. Ça va servir de point de référence. Et ensuite, on va faire varier par rapport à l'évolution des agrégats financiers de la société. Par exemple, si la société, elle fait la dernière levée de fonds en 2023, elle faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle en fait 20. Si on connaît la valeur en 2023 sur la base de la levée de fonds, sur la base de l'analyse des droits de chacun, et qu'on sait qu'elle a doublé en taille, par exemple, on peut présumer qu'elle vaut 2 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet vraiment d'avoir un référentiel qui est certain et qui dépend pas, c'est ça qui est important, qui dépend pas de l'avis d'une quelconque partie prenante. Oui, parce que c'est sujet à débat, effectivement. Exactement. Et il faut pas que ce soit justement sujet à débat, parce que parfois chacun va avoir son avis qui est subjectif, et donc c'est exactement. Pas forcément... Le but étant que la valeur se rapproche le plus du prix. Tout à fait. On dit toujours que la valeur, c'est pas la même chose que le prix, on est bien d'accord, mais à un moment où il y a eu un prix, on peut recalculer la vraie valeur de chaque action, puisqu'il y a eu un prix. C'est ça qui est important. Alors justement, quelle est la bonne méthode? Est-ce qu'il y a une méthode particulière justement pour évaluer BSPCE? Comment, moi si je viens te voir donc en tant que fondateur, comment tu arrives à valoriser cet instrument? Alors il n'y a qu'une seule méthode qui permet d'allouer, enfin de calculer la valeur de chaque classe de titres dans une société. Donc, la méthode qui doit être appliquée pour les startups, ça s'appelle l'option pricing model. J'en ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. Pour les connaisseurs, elle est fondée sur la théorie du Black and Scholes, pour les puristes. À l'ancienne. Elle date de 1973. Donc, comme quoi, on n'a pas attendu la mise à jour du BOFIP pour que cette théorie existe. Donc, finalement, on fait couvrir un livre de finances. C'est pas nouveau. Tout le monde, enfin, tous les experts devraient être capables de le faire. Donc, voilà, il n'y a qu'une seule méthode, c'est l'option pricing model. À date de la levée de fonds, c'est cette méthode-là qui doit être mise en place. Je vois beaucoup de choses. Il n'y a que celle-ci qui permet d'avoir des vrais résultats. Et pourquoi justement celle-ci plus qu'une autre? Est-ce que c'est celle qui est moins sujette à débat? C'est la seule qui tient compte des droits de chaque action. D'accord. Donc, pour l'instant, pas encore de nouveaux modèles développés qui viendraient concurrencer Black and Scholes. Celui-là, il fonctionne vraiment très bien. Alors, donc on l'a rappelé aussi en introduction, donc tu es expert sur les BSPCE, t'es amené à travailler avec de nombreuses startups qui lèvent des fonds, qui ont levé des fonds. Est-ce que tu as une offre dédiée justement aux startups, aux fondateurs de startups qui voudraient intéresser davantage les salariés au capital de l'entreprise? Alors tout à fait. Pour faire suite à la mise à jour du BOFIP, la conséquence directe, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui ont émis des plans qui n'ont pas suivi, on va dire, les bonnes recommandations. Donc malheureusement, on doit refaire le travail. On doit se replacer à date de la dernière levée de fonds, dire quel aurait été le prix, et aujourd'hui réévaluer la société et refaire l'analyse. Donc en fait, on doit faire 2 analyses. On n'y peut rien, on doit rattraper les erreurs du passé. Donc là, aujourd'hui, l'offre, on va dire que nous, on propose aux entrepreneurs, aux startups, c'est de ne pas leur faire payer les erreurs passées et de simplement de faire les 2 analyses pour le prix, on va dire, d'une seule. Donc de ne pas faire payer les conséquences de mauvais choix ou des erreurs du passé pour les nouveaux plans de BSPCE. Donc, on leur permet de remettre à jour tous leurs anciens plans de BSPCE sans leur faire payer l'analyse du passé. Voilà, vous savez maintenant qui contacter. Hugo, je voudrais revenir sur un aspect, justement, quand tu parles de reset. Est-ce que parfois, quand tu es amené à recalculer cette valeur-là, il peut y avoir des surprises? Est-ce que, ou au final, il y a une différence peut-être de valeur, mais qui n'est pas substantielle. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir malgré tout des surprises qui vont au final dévaloriser en quelque sorte l'entreprise? Alors, ce que j'ai déjà vu, malheureusement, c'était en recalculant le prix d'exercice des BSPCE, qui avait non seulement l'ancien plan à reset, mais celui encore d'avant. Ah oui, d'accord. Donc là, ça faisait un peu mal. Voilà, parce que du coup, ça peut avoir peut-être des conséquences aussi pour une startup, je sais pas, qui voudrait relever des fonds. Si ça change justement la valorisation et des prochains tours de table, j'imagine que est-ce que ça peut léser les premiers actionnaires, les actionnaires historiques? Non, parce que en fait,
Bon, déjà, tout le monde est gagnant dans l'histoire d'attribuer les BSPCE à la juste valeur. Ça, sur le principe, il n'y a pas de perdant. Et deuxièmement, la valeur post-monnaie sera toujours un produit en croix. La valeur de marché découlera toujours des conditions de financement de la société. Donc, en fait, il n'y a pas de... comment dire ? Il n'y aura pas d'impact pour les tours. C'est pas parce qu'on va faire ces travaux-là qu'on va baisser la valorisation de la société pour le tour d'après en valeur post-monnaie. Tout le monde va continuer de faire un produit en croix. Et il n'y aura pas de lien direct entre ces deux concepts-là, en fait. La valeur de marché, elle doit toujours suivre la levée de fonds. Donc, en fait, c'est, entre guillemets, à partir du moment où il y a une nouvelle levée de fonds, le passé n'existe plus. C'est-à-dire que c'est une nouvelle condition de financement. Est-ce que tu vois d'autres réformes qui seraient possibles ou qui viendraient aussi peut-être, je sais pas, est-ce qu'actuellement il y a encore des aspects qui sont sujets à débat justement dans l'exercice de BSPCE ? Alors je ne pense pas, parce que c'est pas le travail de l'administration fiscale de venir dire, de venir développer, on va dire, vraiment quelle approche, comment, etc., de venir détailler ou donner des exemples. J'ai vu des gens qui se plaignaient beaucoup de la mise à jour en disant oui, on n'a pas d'exemple. C'est pas le travail de l'administration fiscale. Son travail, c'était juste de clarifier sa position. Maintenant, c'est aux experts d'être experts dans leur domaine. D'accord. Et donc, toi, tu peux aussi être amené à faire remonter certains sujets, parce que je crois qu'avant cette réforme, justement, t'en parlais. Oui. Donc, ça fait 2 ans que j'en parle. Exactement, 2 ans. Il y en a, ça fait 2 semaines. Moi, ça fait 2 ans. 2 ans que tu parles justement de cet aspect-là qui était encore trop flou. Et donc, voilà, peut-être si tu penses assez fort, s'il y a d'autres sujets justement sur lesquels tu souhaiterais apporter des réformes, voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à apporter toutes les réformes que vous souhaitez obtenir auprès de Hugo. Pour l'instant, on est très content. Et ça se réalise. Pour l'instant, on est très content de la mise à jour, et je pense que tous les acteurs. Ah ouais, là, j'ai vu effectivement, c'est rare qu'il y ait quand même des mises à jour qui soient adoptées de façon unanime. C'est vrai que là, justement, et c'est pour ça que c'était intéressant de le faire avec toi, parce que mine de rien, tout le monde est j'ai l'impression satisfait. Il n'y a pas une partie qui est lésée plus qu'une autre. Et voilà, d'où l'intérêt aussi aux fondateurs qui nous écoutent ou qui nous écouteraient à l'avenir de mettre en place un tel plan parce que c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est très important pour toutes les parties. J'ai vu des gens qui n'étaient pas contents de ce que l'administration fiscale a dit. J'ai vu des fonds qui n'étaient pas contents qu'on attribue les BSPCE au juste prix. Toujours des gens qui ne sont pas contents, sûr, mais normalement, la juste valeur, c'est la juste valeur pour tout le monde. Tout le monde est censé... moi, je suis très content de la mise à jour qu'il y a eu. Pour moi, c'est exactement ce qu'on attendait, et même presque plus. Donc, je me suis entretenu avec pas mal d'avocats. Tout le monde est relativement content de ce qui a été dit. Merci beaucoup, Hugo, de nous avoir donc éclairé sur cette dernière réforme sur les BSPCE. Est-ce que tu souhaitais apporter des éléments en plus ou des questions que je ne t'ai pas posées qui te semblent importantes? Voilà, je te laisse évidemment le mot de la fin pour dire ce que tu veux. Tu as carte blanche. Alors, carte blanche. À nouveau. Ouais, comme la dernière fois, tu m'avais dit tant que je t'insulte pas, c'est bon. C'est ça, exactement. J'ai changé, voilà, j'ai modifié les règles. Alors, je compte toujours pas t'insulter. Ah ouais. Alors, oui, on va dire que j'aimerais synthétiser ce que j'ai dit auparavant. Il y a vraiment plusieurs points sur lesquels je voudrais remettre l'accent. On est bien d'accord que les décotes forfaitaires, on ne doit plus en faire. Des codes pour le prix des essais, on ne doit plus en faire. On ne doit pas dire c'est 10%, on ne doit pas dire c'est 15%. On doit faire les travaux. Combien? Je le répète, le prix d'exercice des BSPCE doit correspondre à la valeur de son sous-jacent à date d'attribution. La valeur de son sous-jacent, ce n'est pas 10% de moins parce que je n'ai pas envie de faire les calculs. On fait toute l'analyse, on tient compte des préférences de chaque action, on analyse la table de capitalisation dans sa globalité, dans son intégralité. On fait l'analyse, on calcule et on arrive à la valeur du tour et la valeur de toutes les autres actions et la valeur de l'action ordinaire. Donc ça, c'est le premier point. On ne fait plus de décote forfaitaire. Si on entend parler de décote forfaitaire, on dit non, rapport d'expert. Voilà, on va avoir une vraie valeur. Sachant que, grosso modo, comme je disais, l'ordre de grandeur, c'est entre 40 et 60, c'est pas 10%. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est quand même plus intéressant. Et le deuxième point, ça c'est vraiment le plus dur à faire comprendre à tout le monde, la valeur post-monnaie n'est pas consistante, ne représente en rien la valeur de marché de la société. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'après on dit il y a une bulle, les valos sont trop hautes. Évidemment que les valos sont trop hautes. On s'en rend compte là, ouais. C'est valo post-monnaie. Les débats, bien sûr. Donc moi je dirais même, je rappelle même une chose, la valo post-monnaie, ça inclut le cash qui est levé.
Bien sûr. Donc, quand tu dis la valo post-money, c'est 100 millions, il y a 30 millions de cash dedans. Ouais, parce donc, quand que dans tu l'as brûlé... les médias, dans les articles, effectivement, on parle toujours de la valorisation, mais on n'indique pas justement quelle valorisation c'est. Ben, ils prennent souvent en référence la valeur post-money, mais effectivement... Exactement. Et toi qui es quand même... T'es en fusion, t'es en M&A. Ouais. Donc, les multiples, tout ça, tu connais. Tu feras attention, il y a des journaux. Le multiple, ils te disent valeur post-money sur chiffre d'affaires. Ah ouais, non. C'est vrai que les confusions, ou même valeur des titres, valeur d'entreprise, il y a souvent aussi on confond pas les deux. Ces confusions, bien sûr, tout à fait. Donc, la valo post-monnaie, c'est un produit en croix. La valeur de marché des fonds propres de la société, c'en est une autre. Sa valeur d'entreprise, c'en est encore une autre. Le multiple d'évaluation, c'est valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. C'est pas un produit en croix divisé par la production immobilisée ou le nombre de salariés. Tu peux donner des mauvaises idées à des... Non, mais je le dis parce que je le lis des fois dans les médias, puis après je me dis, mais tout le monde dit les valos sont trop hautes. La valo post-monnaie, oui. Le reste, je sais pas. Il faut faire l'analyse, donc je sais. Non, mais c'est important que tu le soulignes. On parle, en plus, j'ai vu des articles sur certains de mes clients. Donc je connais les chiffres, je vais pas en parler, mais ce rapport d'évaluation. Et ils me parlent de la valo post-monnaie, puis ils disent bon, moi j'ai les chiffres vrais entre guillemets. Je me dis bon, on a mélangé un peu tout et n'importe quoi. Si jamais on travaille ensemble, je préciserai bien dans les communiqués de presse que c'est pas justement la valo post-monnaie qui est ça. Il faut bien se souvenir, à mauvais chien courte chaîne, hein, donc on garde ça. À noter et à méditer sur toi, pas mal. Donc et d'autres spécificités justement peut-être que je n'ai pas précisé ou à nouveau. Oui, alors un dernier point, je dirais vraiment, c'est important de voir le travail d'évaluation comme un travail de continuité et non pas comme une mission one-shot. Ah, j'ai un problème de valo, je fais une mission, c'est bon, j'ai mon rapport, je reviendrai dans 3 ans, le jour... Non, on est censé avoir une continuité. C'est pour ça que normalement, l'expert, il doit être au courant de ce qui s'est passé et il doit avoir fait plusieurs travaux. La levée de fonds, l'année d'après avec la publication des comptes, s'il y a des build-up, etc. L'évaluation, c'est une problématique, c'est un métier qui est large. Bien sûr. Et il y a plein de choses qui peuvent impacter les travaux. Donc, faut voir vraiment l'évaluateur comme un partenaire sur la durée. Pas en one shot, j'ai besoin de quelque chose. Ah oui, bien sûr, parce que la valorisation, en fait, c'est une question de contexte. Exactement. C'est pas... et il y a une continuité. Tout à fait. Si je fais un travail en 2023, je dis que la société vaut 10 millions, elle va pas valoir 100 millions en 2024, sauf s'il s'est passé quelque chose. Et puis ça permet justement d'apporter des réflexions, d'avoir peut-être de prendre des décisions plus éclairées, parce que sur la base d'une valorisation, on peut justement peut-être imaginer prendre des trajectoires différentes pour atteindre justement peut-être les valorisations souhaitées ou se mettre au niveau du marché par rapport à ses concurrents. Donc, parce que j'imagine que tu fais des rapports d'évaluation pour tout type de contexte. Exactement. Pas que pour les BSPCE, donc tu fais pour les LBO. Je sais pas, quand il y a des fonds peut-être qui viennent te voir aussi, qui veulent faire des opérations. Donc à nouveau, pour que les gens sachent aussi que tu fais pas uniquement du BSPCE, non, que tu valorises aussi pour différents contextes. Même parfois un dirigeant peut-être qui viendrait juste demander de faire une valorisation parce qu'il veut racheter les parts de son associé, etc. Donc voilà. Exactement. Mais voilà, là, la valorisation à ce moment-là ne doit pas tomber du ciel. Ouais, bien sûr. Ça doit être la conclusion logique de tout un historique d'évaluation. Exactement. C'est pour ça que c'est important de voir ça sur la durée pour qu'il y ait une cohérence entre les différents travaux. Merci beaucoup Hugo, en tous les cas pour ce bel échange. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'on a fait avec Hugo un premier épisode justement sur les BSPCE qui parle des BSPCE de façon large, et donc ce nouvel épisode qui vient clarifier les aspects qui ont été justement peut-être modifiés par rapport à la mise à jour qu'il y a eu il y a 2-3 semaines. Et donc pour toute nouvelle question, pour tout conseil sur des BSPCE ou sur des évaluations d'entreprise, donc je vous conseille de contacter Hugo qui est juste en face. Et donc premier podcast filmé ensemble, donc d'autres à venir, en tous les cas sur d'autres sujets qui sont tout aussi passionnants que celui-ci. J'espère aussi. Merci à toi Eliade. Merci à toi Hugo et à très vite. À très vite.